chers élèves. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à la Fondation Charles de Gaulle pour ce concours d'éloquence. Ce concours d'éloquence, comme vous le savez, est l'aboutissement d'un parcours pédagogique qui s'intitule « Dans les pas de Charles de Gaulle ». Ce parcours est destiné aux lycéens franciliens et demeure soutenu par le ministère de l'Éducation nationale ainsi que par la région Île-de-France. Au nom de la Fondation Charles de Gaulle, je remercie vivement nos partenaires, sans lesquels ce concours ne verrait pas le jour. La notion d'engagement est au cœur de ce dispositif pédagogique, tant la trajectoire de Charles de Gaulle l'illustre de manière exemplaire. Différents ateliers ont été proposés aux élèves, ont été menés tantôt en établissement, on est allé à la rencontre des lycéens franciliens, tantôt dans des lieux gaulliens, ici même, au Saint-Creux-de-Solferino, qui fut le siège du RPF, ou à Colombey-les-Deux-Églises, commune de la Haute-Marne, chère au général. Grâce aux ateliers pédagogiques, les élèves ont découvert la pensée et l'action de Charles de Gaulle tout au long du XXe siècle. Ils ont pu saisir les différentes facettes de son engagement, notamment à travers ses discours. Et puis, il y a eu un atelier consacré aux citations du général. Là, les élèves ont pu se saisir d'une citation qui leur a été proposée parmi un corpus et s'en emparer pour porter à leur tour un discours engagé, pour défendre à leur tour une valeur, un principe, une cause qui leur tient à cœur. Visionnaire incomparable, le général de Gaulle écrivait dans ses mémoires de guerre, et je le cite, « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. » Gageant que la figure du général de Gaulle inspire les jeunes générations, la Fondation a mis en place ce dispositif pédagogique pour des lycéens venus de toute la région Île-de-France, de toutes les académies franciliennes, venus de tous les horizons, pour qu'ils puissent porter à leur tour leur discours, sans jamais perdre de vue que la parole et l'action sont sans cesse étroitement imbriquées dans la vie de Charles de Gaulle. Venus de filières générales ou technologiques, ou encore professionnelles, des académies de Paris, de Versailles, de Créteil, les lauréats de chaque classe vont à présent vous présenter le fruit de leur travail et de leurs efforts. J'ai eu plaisir à les accompagner tout au long de ces derniers mois et d'avoir été rejointe récemment par 4 étudiants de Sciences Po Paris que je vous présente. Yanis Aja-Jourdain de Montéléâtre, Mathéo Salo, Marius Loyer et Raphaël Attali. Je vous remercie vivement à tous les 4 pour votre habileté à prodiguer des conseils à nos jeunes lauréats en vue de cette restitution finale et de notre temps fort de ce parcours pédagogique. Pour beaucoup d'élèves aujourd'hui, c'est leur première prise de parole en public. C'est leur première prise de parole et vous savez à quel point c'est peut-être difficile. Parce que exposer, c'est s'exposer. Aujourd'hui, c'est leur première prise de parole avant d'autres échéances, des échéances éminentes pour certains, puisqu'il y a bientôt les oraux du baccalauréat qui approchent à très très grands pas, et une première prise de parole avant d'autres occasions qui se présenteront dans leur vie d'adulte. La Fondation est heureuse d'avoir pu contribuer aux côtés de leurs enseignants, à les initier à leur oratoire dont la maîtrise est fondamentale dans la vie d'un citoyen éclairé. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui, d'exprimer ainsi votre intérêt et votre soutien à ce projet pédagogique qui s'inscrit dans le parcours citoyen de l'élève. Je remercie bien évidemment les membres du jury, Madame Simonkiewicz, inspectrice générale, Monsieur Brosset, chef de la mission éducation artistique et culturelle au ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Branca, journaliste et historien, qui a publié dernièrement L'Aigle et le Léopard, des liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich qu'on vous conseille vivement. Monsieur Fogassi, historien, directeur de la recherche à la Fondation Charles de Gaulle, professeur à Sciences Po Paris également. Et puis le dernier, mais pas le moindre, notre directeur, Monsieur Brossy, directeur de la Fondation Charles de Gaulle. Place maintenant aux orateurs et aux oratrices qui ont préparé un discours engagé à 2, 3 ou 4 voix. Vous avez pu découvrir à l'intérieur de votre livret un récapitulatif de ce beau projet pédagogique soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et par la région Île-de-France, avec les différents temps. Et puis vous avez découvert également l'ordre de passage. Le premier groupe que j'invite à nous rejoindre est un groupe qui nous vient du lycée Léonard de Vinci, à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Ce sont 3 élèves de terminale générale, de la classe qui suivent les cours d'histoire de Madame Nadia Guillemin, ici présente. Et donc j'appelle Léa, Romane et Isadora, qui ont choisi de réfléchir à ce propos du général. Chez l'individu, la fin de l'espoir et le commencement de la mort.
Elles ont souhaité aborder par ce biais la question du sexisme. Léa, Romane, Isadora, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Léa Boussat. Moi, Romane Demas. Moi, Isadora Mercier. Chez l'individu, la fin de l'espoir est le commencement de l'amour. Tels sont les mots que Charles de Gaulle a prononcés. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les femmes font face au sexisme. Le sexisme, on peut le définir comme une attitude discriminatoire fondée sur le sexe d'une personne. Cependant, cette simple définition est-elle réellement le reflet du sexisme? Est-ce réellement représentatif de ce que vivent les femmes, tous les jours, partout, comme dans n'importe quel lieu, au travail, à la maison, partout? Chacune des femmes qui se trouvent dans cette salle, je dis bien chacune sans exception, a déjà connu une situation embarrassante ou alors sexiste par rapport à son sexe. Et pour cela, en raison du fait, pour faire rire son groupe d'amis, la classe ou encore pour remonter les votes de certaines personnes. Dès leur plus jeune âge, les femmes ont alors rapidement compris qu'elles allaient devoir se battre, ce qui a forgé chez elles une détermination. Celle d'abattre les préjugés et les stéréotypes de genre qui n'ont qu'une seule utilité, faire croire qu'un sexe serait supérieur à un autre. La fin de cette lutte acharnée et de cette détermination marquerait tout simplement la fin de la légitimité des femmes et toutes les années de combat afin de faire valoir leur droit, un droit légitime. Leur combat commence dès que la société porte sur la femme une vision qui doit être considérée. En effet, malgré les années passées, le sexisme est toujours présent dans toutes les sphères, qu'elles soient médiatiques, professionnelles ou encore privées. Et cela même après le mouvement MeToo qui a encouragé la prise de parole des femmes et qui a fait penser à tous que l'égalité entre les hommes et les femmes progressait. Ce n'est en réalité qu'une simple illusion. En sachant que 93% des personnes estiment qu'il y a une égalité de traitement. Nous faisons face, nous, les femmes, à un réel problème dans notre société. Une société où le mot sexisme est devenu beaucoup trop banal. Une société où les actes de sexisme sont devenus insignifiants alors qu'ils sont la cause d'un climat d'intimidation où 9 femmes sur 10 renoncent à sortir seules, à faire des activités seules ou encore à s'habiller comme elles le souhaiteraient. Il est alors temps que la vision de la société sur la femme s'aligne à celle des hommes. Pensez à notre chère devise. Liberté, égalité, fraternité. Mais où est l'égalité? A-t-elle déjà réellement existé? Dans une société où le sexisme n'est pas jugé problématique par une partie des hommes, où 23% des hommes pensent que le barbecue est une affaire d'hommes, mais où est cette prétendue égalité? Aujourd'hui, cette mentalité s'est renforcée par un élément destructeur qui est Internet. Internet a totalement influencé les jeunes hommes. Les rapports hommes-femmes sont détestables, où la représentation féminine dans les médias est sujette à l'hypersexualisation, qui renforce les stéréotypes misogynes déjà présents et ancrés dans la société, qui polluent la représentation de la femme. J'ai donc une question à vous poser. Aimeriez-vous être une femme dans une société où 3 femmes sur 4 a peur quand elle sort dans la rue, où 3 femmes sur 4 se retrouvent confrontées à des commentaires sur sa tenue, son physique, ou fait même face à des agressions sexuelles ou même physiques, où seulement 25% des hommes estiment que les femmes en font trop sur les agressions sexuelles? Malheureusement, le sexisme va bien plus loin qu'une simple vision de la femme. En France, le sexisme dit ordinaire sévit dans toutes les entreprises. Souvent invisibles et niées, les discriminations et les inégalités sont bien présentes dans le cadre professionnel. Et pour cause, 2 femmes sur 3 affirment déjà avoir subi des blagues ou remarques sexistes au travail. Alors que cela vous semble excessif ou non, l'abolition du sexisme au travail est un combat à mener. Aujourd'hui, le combat contre le sexisme est remis en cause en permanence. 4 hommes sur 10 pensent que les femmes s'acharnent sur les hommes et 6 hommes sur 10 pensent que les porte-paroles féministes en font trop. Pour autant, le sexisme est bien réel et s'applique dans toutes les situations du quotidien. Cela commence dès le choix d'orientation. C'est un boulot d'homme, ça. Tu crois vraiment que tu as tes chances, tu es une femme. Toutes ces remarques sexistes vous paraissent absurdes et pourtant, c'est le quotidien de 37% des femmes lorsqu'elles en viennent à choisir leur futur métier. Certains domaines sont moins accessibles aux femmes sous prétexte qu'elles sont moins intelligentes, moins fortes ou encore inaptes. Et par conséquent, 15% des femmes ont déjà renoncé
à s'orienter vers des métiers scientifiques ou toute autre filière majoritairement composée d'hommes. La pression qui est exercée sur elles, la crainte de ne pas être à l'aise, tous ces critères rendent la vie des femmes plus difficile au travail et empêchent leur épanouissement et leur développement. Malheureusement, le sexisme ne se réduit pas seulement à ça. Comme vous le savez probablement, la discrimination que l'on connaît le plus dans le cadre du travail est l'inégalité salariale. Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes sont réelles. Combien de fois avons-nous entendu parler de ces inégalités à la radio, la télévision, ou bien même dans les journaux, les manifestations? Ces inégalités salariales sont omniprésentes de nos jours. Pour mettre en lumière ce phénomène, un indice a été calculé. Chaque année, à partir du 4 novembre à 9h10, les femmes travailleront gratuitement. Et oui, les inégalités sont telles qu'à partir du 4 novembre, les femmes travailleront théoriquement gratuitement pendant plus de 1 mois et demi dans l'année. Alors oui, le revenu salarial, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur, ce qui équivaut en moyenne à un revenu de 2040 € net pour les hommes et 1582 € net pour les femmes. Pour le même travail, les mêmes responsabilités, les mêmes fonctions et les mêmes horaires. Alors nous vous le demandons, trouvez-vous ça normal? Les inégalités salariales sont réelles et doivent être totalement abolies pour créer une société égalitaire. Mais ce n'est pas tout. En 2019, une étude a révélé que 52% des femmes ont été victimes d'harcèlement au travail. Il est simple d'affirmer qu'il suffit d'en parler pour que ce harcèlement cesse, mais tout n'est pas si évident. 40% des harceleurs sont des collègues, ou bien 18% sont des supérieurs directs. Alors quand une femme doit choisir entre parler ou bien garder son travail, le dilemme est vite résolu. Car oui, même si ces femmes parlaient, combien seraient réellement entendues? Comment veut-on que les femmes parlent de ce qui leur arrive au travail si seulement 0,6% des plaintes pour viol sont condamnées en France? Le sexisme au travail existe, même s'il reste nié par une grande majorité. Il est présent, partout, et les actions pour l'abolir sont minimes. Il est temps de réellement s'y intéresser et y mettre fin une bonne fois pour toutes. Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, chez nous, dans notre intimité, le sexisme ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le constat est alarmant. Malgré des grandes avancées en matière du droit des femmes, le sexisme est toujours présent. Une fois le pas de la porte passé, vous pouvez penser que tout cela s'arrête et que nous allons enfin nous reposer. Eh bien non, vous pensez sur nos rêves. Aujourd'hui, même au sein du couple, les femmes subissent. Environ 49% des femmes disent avoir été confrontées à une situation sexiste au sein du foyer, soit près d'une femme sur deux. Alors, au cas où vous doutiez, non, la place de la femme n'est pas à la cuisine. En effet, le sexisme au sein du foyer est le plus difficile à combattre de notre société où 23% des hommes estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Est-ce encore possible de penser cela? Certes, nous sommes dans un pays où nous avons la chance, nous, les femmes, d'avoir une voix. Cependant, notre voix est difficile à faire entendre. Plusieurs femmes subissent tous les jours des phrases qui piquent à leur regard. Tout cela doit s'arrêter. Sous prétexte que nous sommes des femmes, nous devons combiner vie professionnelle, les enfants, faire les courses ou encore les tâches ménagères. L'égalité entre les hommes et les femmes, ça commence à la maison. En 2022, 147 femmes sont mortes abattues sous les coups de leur mari ou ex-conjoint. Un chiffre qui ne cesse de croître. Partout dans le monde, les femmes sont surexposées à des risques de violence et de pratiques néfastes qui peuvent même mettre leur vie en cause. En effet, le meurtre sexiste existe, c'est-à-dire des femmes qui sont tuées par prétexte d'être une femme. On appelle ça le féminicide. C'est la manifestation d'une extrême violence à l'égard des femmes et c'est aussi souvent l'acte ultime d'une série continue ignorée de violences à leur égard. Cela aussi peut se représenter sous une forme de violence psychologique et émotionnelle. Manipuler sa femme pour avoir des relations sexuelles ou bien dénigrer verbalement ou autrement n'est pas acceptable. Les femmes doivent continuer d'espérer afin de construire un avenir meilleur. Nous avons un besoin et surtout un droit de justice. L'espoir est toujours présent. Les femmes le garderont jusqu'à qu'elles obtiennent l'égalité.
Malgré le fait que nous vivons dans un pays rempli d'inégalités sociales, c'est grâce à l'espoir qu'elles continueront d'avancer. Alors les blagues que vous pouvez faire ne sont pas acceptables et il est temps d'y remédier. Plusieurs solutions doivent être mises en place afin d'agir sur les mentalités, en commençant par abattre les stéréotypes de genre. Il faut agir directement sur les personnes et modifier leur environnement. Alors oui, le sexisme est partout, mais nous aussi. Une autre équipe, il s'agit de l'équipe du lycée René Cassin, du lycée professionnel René Cassin à Paris, dont le professeur est Cyril Carnevilliers. Et cette équipe est une équipe d'élèves en filière professionnelle en BTS comptabilité et gestion. Actuellement, les élèves de BTS sont en apprentissage et donc sont en stage en entreprise. Sacha et Nisrine devaient nous faire leur présentation à 2 voix qu'ils ont préparées de longue mois. Et vendredi après-midi, le chef d'entreprise de Sacha lui a interdit de venir participer au concours, n'a pas souhaité le libérer. Et on a su ça donc juste avant le week-end. Néanmoins, très courageusement, Nisrine a repris le discours qu'elle avait préparé avec Sacha et a eu la gentillesse, l'engagement, le courage nécessaire pour venir ici et se présenter devant vous seule. On sait que c'était un oral en interaction. Ce sont les circonstances qui empêchent Sacha d'être avec nous et à la toute dernière minute parce qu'il est en entreprise. Néanmoins, on accueille avec grand plaisir Nisrine. Nisrine, la parole est à vous. Comme pour le groupe précédent, Nisrine et Sacha ont travaillé sur la gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. C'est une citation qui leur tient particulièrement à cœur puisque Nisrine, ici présente, et Sacha font partie donc d'une classe de BTS, mais qui a la particularité d'être une classe défense, dont je pense Nisrine va vous parler. Une classe défense qui est en lien avec le 501e régiment de chars de combat qui est basé à Mourmelon. Et c'est dans cette optique et dans ce travail annuel, à la fois avec le 501e régiment de chars de combat et la Fondation Charles de Gaulle, que cette citation a retenu toute leur attention. Nisrine, à vous la parole. Mesdames, Messieurs, les membres du jury. 12 novembre 1970. Paris se réveille au son du glas de Notre-Dame. Sur les murs, sur les vallons de Haute-Marne, où le froid prend la gorge et le sang. Enfants, femmes, hommes, vieux et jeunes, de Lille à Ajaccio, de Brest à Strasbourg, se réunissent dans la douleur et s'inclinent au bord de la route, sous la pluie ou le passage long d'un char. Paris s'endeuille et se couvre de noir. L'avenue des Champs-Élysées ne trouve plus la liesse d'il y a 26 ans. Jean Moulin, Pierre Brossolette, Philippe Leclerc, et avec eux le souvenir des 128 marins de l'île de Saint et 477 fusiliers marins du commandant Kieffer. Avec eux, le souvenir des 410 000 combattants d'Afrique débarquent à Fréjus. Gravissant le mont Cassin et entrant dans Berlin, la voix d'un homme fatigué de 54 ans murmure encore dans les oreilles. Paris, Paris, au trajet. Paris, brisé. Paris, martyrisé. Mais Paris, libéré. 12 novembre 1970, le monde accourt à Paris. Qu'ils viennent d'Allemagne, de Chine, du Pérou, du Sénégal, du Cambodge ou d'Éthiopie, que Nixon côtoie Brejnev, que Ben Gourion soit aux côtés du prince Charles, ils se sont tous réunis. Paris est ce jour la capitale du monde. Et à Colombey, les 2 églises ont enterré de Gaulle. Que l'on fût gaulliste ou non, que l'on se soit battu à ses côtés ou que l'on l'ait combattu, chaque Français s'est senti orphelin de celui qui, durant 30 ans, a partagé la vie dans le temps des espérances, comme au milieu des pires épreuves que la France n'ait jamais traversées dans son histoire. La voix qui s'est tue était celle de la France pendant 30 ans.
Et chacun comprit dans le silence du deuil qu'une page de l'histoire venait de se tourner, mais que son enseignement perdurait. Enseignement, engagement. S'il est une figure nationale, il est un repère dans le temps, comme dans l'espace pour la France. Il est, pour nous les élèves, une source d'inspiration et de compréhension. Travailler sur De Gaulle, c'est travailler sur les valeurs de notre pays. L'honneur, la grandeur, le refus et l'indépendance. De Gaulle 14, De Gaulle 40, De Gaulle 47, De Gaulle 58. Engagé militaire et politique. De Gaulle allait au bout de ses convictions. La France est au cœur, la République dans l'âme. Il ne s'était pas simplement fait une idée de la France, il s'était constamment battu pour elle, dans la guerre comme dans la paix. Démocrate, républicain et œuvrant sans relâche pour les Français, il traça, non sans difficulté diplomatique, la voie de l'indépendance. Reconnaissant la République populaire de Chine en 1964, en pleine guerre froide, quittant le commandement militaire intégré de l'OTAN 5 ans après la construction du mur de Berlin et bâtissant la Concorde Paris-Bonn 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle se révèle en chef politique bousculant les codes et ayant de l'avance sur son corps. Il comprit que la France n'était jamais aussi grande que lorsqu'elle était pour les autres pays du monde et lorsqu'elle était elle-même. Dans l'armée de métier, celui qui était alors lieutenant-colonel notait comme une leçon, sinon comme voie, la gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. Quelle promesse et quelle volonté. Nous avons 20 ans. À l'écho de Grimbaud, nous ne sommes pas sérieux. Le cœur est à la fête, le sourire aux lèvres. L'œil rieur et moqueur, nos journées sont rythmées dans la chaleur sereine et sécurisante des cours et des week-ends enflammés. Une insouciance assumée, évidente. Nous avons 20 ans et nous avons l'insolence de nos certitudes. Nous avons 20 ans et notre énergie déborde à vouloir bâtir le monde. Nous avons 20 ans et nous croyons en notre génie. Mais voilà, c'est dans l'austérité de la Champagne, terre meurtrie, des assauts et des offensives de la Grande Guerre que nous nous sommes réunis. Un jour, au pied du marbre, entouré d'un cortège funèbre, une liste de grands absents, jamais immortels. Plus de 200 noms s'étirent dans le deuil des familles et des amis. De ceux qui restent, il nous rappelle l'engagement du premier des chars, mais aussi l'horreur de la guerre, comme le sacrifice du soldat. Nous avons 20 ans, et comme nos aînés de 14, ceux de 40 et d'Algérie, nous avons compris que nous avons basculé dans une nouvelle ère. Nos regards mouillés se retournent vers l'Est. Que ces noms gravés nous gouvernent dans l'exigence de paix auquel les pays doivent se hâter de se forger la synthèse. 501 France libre. Notre classe de BTS fut parrainée cette année avec le 501e régiment de chars de combat, régiment qui a libéré Paris, Strasbourg, et qui fut le premier à entrer en idée. Le 501 est indissociable de De Gaulle. La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. C'est bien l'esprit de ceux des chars. Né en 1916, ce qui était alors appelé l'artillerie spéciale était composé d'hommes hardis et inconscients. Il était 6 dans ces grosses machines d'acier qui roulaient plus lentement que les pas des hommes. Noircis de la fumée des pots d'échappement, cible facile de l'artillerie ennemie. C'est au petit matin d'avril 1917 que les 208 chars français s'élancent sur Berry-au-Bac. À leur tête, le commandant Bossu, à bord de son char trempe-la-mort, à fond et en avant. Telle la première devise des chars d'assaut,
la moitié des chars engagés furent détruits, dont celui du commandant Bossu. Mais l'esprit tanquiste est marqué par le refus de la fatalité et la fraternité d'âme. Alors, rien d'étonnant. Quand tout semble fini, un été de 1940, lorsqu'une voie s'élance autrement que ceux des chars prennent le large pour rejoindre de Gaulle. Jamais le 501 m'aura déçu, écrit le général Leclerc. C'est bien le rêve de gloire qui ont guidé ces hommes d'Angleterre, d'Afrique, de France ou d'Allemagne. Les tanquistes marchent toujours pour faire cible. Âme de feu dans un corps d'acier. Les hommes, les femmes du 501 nous ont fait partager leurs valeurs qui les animent. La fierté, la loyauté, l'exigence du travail bien fait, la discipline envers soi-même. Chaque maillon de ces soldats forme la chenille d'un régiment d'histoire et d'envers. C'est un peu la France qui s'exprime sur le sable à leur passage. De Berry au bac, Onibeg, du Niger au Liban. Alors, devant le monument aux morts, nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui portèrent la France dans leur tripes. Mort au chemin des dames ou libérons Paris. Parler des chars, c'est avoir le cœur de De Gaulle dans sa tourelle. Lui, le chef de corps du 507e régiment de chars de combat. Ric de Ric. Merci. D'un lycée professionnel, le lycée professionnel Charles Baudelaire, situé à Meaux, dans l'académie de Créteil. Et nous accueillons deux élèves de première professionnelle en filière métier de la sécurité, Juline et Curtis. Juline et Curtis, qui vont nous rejoindre, ont choisi de travailler sur une citation de Gaulle, qui est celle-ci. Chez l'individu, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. C'est une citation qui a retenu leur attention, tout comme Léa, Romane et Isadora. Mais Juline et Curtis en ont fait un traitement complètement différent. Ils ont choisi de vous parler d'espoir, clé de voûte dans la pensée gaulienne et source d'inspiration pour eux aujourd'hui. Juline, Curtis, je vous en prie. L'espoir, clé de voûte de l'action du général de Gaulle et source de l'inspiration pour les jeunes générations. Pour le général de Gaulle, chez l'individu, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Le 10 mai 1940, la France est tombée par les Allemands. Elle est au bord du gouffre, sans espoir. Le plein pouvoir sont accordés au maréchal Pétain. Sans eux, le 10 juillet 1940. Celui-ci met en place le régime de Vichy. Le régime républicain prend fin. Pétain cumule les pouvoirs et collabore avec l'Allemagne. Le général de Gaulle n'étant pas d'accord avec ce qu'il assimilait à une trahison, prononce sur les ondes de la BBC, le 10 juin 1940, un appel qui marquera le début de la résistance de tous les patriotes sincères. Lors de l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle déclare: mais le dernier mot qu'il dit, l'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. C'est comme une sorte d'espérance, à ses yeux, afin de ne pas laisser la France plonger dans un chaos éternel. De Gaulle, en ce le mois de juin 1940, est quasiment seul. Quand il va à la rencontre du Premier ministre anglais Winston Churchill, il semble ne représenter que lui-même. Le Premier ministre le reconnaît donc seul. Des hommes et des femmes se lèvent pour refuser le joug allemand. Jean Moulin, jeune préfet du département d'Eure-et-Loir, tente de mettre fin à ses jours. En effet, les autorités occupantes tentent de lui faire signer un document prétendant que des tirailleurs sénégalais ont commis des violences près de Chartres. Il est ensuite chargé par le général de Gaulle de rassembler les différents réseaux de résistance français, avec pour but de les unir
Il apporte à sa façon une forme d'espoir à la France, en s'opposant à l'Allemagne nazie. Il va créer le Conseil national de la résistance à la demande du général de Gaulle. Dès le début de la drôle de guerre, des hommes et des femmes s'activent pour refuser l'inéluctable. Le jeune Daniel Cordier quitte la France pour rejoindre Londres dès l'âge de 17 ans. De jeunes lycéens décident également de rentrer en résistance. Notre classe a participé cette année au concours national de la résistance et de la déportation dans le cadre d'un dispositif intitulé Chef-d'œuvre. L'école était bien évidemment touchée par la fin du régime républicain. Les professeurs ne doivent plus délivrer un enseignement basé sur la rigueur scientifique et ne doivent pas se référer aux valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. Ils doivent glorifier la personne du maréchal Pétain et diffuser son idéologie mortifère. Les élèves et les professeurs ne sont plus autorisés à venir à l'école en raison de la nature antisémite du régime. Face à cette école qui tourne le dos aux valeurs républicaines, la résistance va s'organiser. Ne perdons pas espoir. Le régime de Vichy interdit toute commémoration patriotique à l'occasion du 11 novembre 1940. De nombreux lycéens et étudiants vont braver au péril de leur vie. C'est interdit. Des milliers de jeunes célèbrent les soldats inconnus sous l'arc de triomphe. L'historien Alain Montchalon rappelle les circonstances de cet épisode fondateur du journal de la Libération, le 10 novembre 2010. Ce jour-là, 5 mois après le début de l'occupation, bravant l'interdiction formelle du commandement allemand et de Vichy, quelques milliers de jeunes osent aller au tombeau du soldat inconnu, créer leur hostilité à l'occupant allemand. Peu importe les idéologies politiques et la conception que chacun se fait du monde, l'espoir est un sentiment universel. Tout homme est capable de ressortir l'espoir et d'en faire le cœur, le principe de son action. L'esprit de Vichy et l'esprit du défaitisme, en somme, c'est la mort. À ce défaitisme mortifère s'oppose l'esprit de résistance porteur d'espoir et d'horizon pour la France. Ainsi l'armée. Par exemple, le Conseil de guerre qui condamne De Gaulle à mort en décembre 1940 pour désertion et trahison est présidé par le général Frère, qui va ensuite fonder en 1943 l'ORA, l'Organisation de la résistance de l'armée, et finira ses jours dans le camp de concentration de Structure. Alain Montchalon reproduit de son article le texte d'appel à la commémoration. Étudiants de France, le 11 novembre est resté pour toi un jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun camp. Tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande rencontre. Tous les étudiants sont solidaires pour que vive la France. Recopie ces lignes et diffuse-les. En effet, l'espoir est un sentiment tourné vers l'avenir, bien sûr, mais qui prend aussi ses racines dans le passé. Le 11 novembre est le souvenir victorieux de 1918, permettant d'entretenir l'esprit de résistance. Au-delà de la temporalité, l'espoir s'inscrit également dans une géographie. De fait, la France n'est pas seule à marteler le général de Gaulle. L'espoir a besoin d'une altérité, la résistance peut s'appuyer sur d'autres pays. Aujourd'hui encore, des peuples qui font preuve d'espoir doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. C'est le cas de l'Ukraine qui aujourd'hui lutte pour préserver son intégrité territoriale et son indépendance. L'Ukraine n'est pas seule et peut compter sur l'aide logistique et matérielle de ses alliés. Nous avons espoir de retrouver la paix en Europe, comme en 1940, un régime autoritaire agresse une démocratie de façon purement arbitraire. L'espoir n'est pas mort, car une résistance s'est mise en place grâce à la volonté des Ukrainiens et le soutien de l'Union européenne. Nous espérons un jour voir ces mots du général prononcés et adaptés à Kiev. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris maîtrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Chez l'individu, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Cette citation a retenu notre attention. Les Américains s'assimilaient de Gaulle à un dictateur en puissance et lui préféraient le général Giraud, plus malléable et activiste. Et de Gaulle a dû se battre pour être reconnu comme le seul chef légitime de la France libre. À la fin de la guerre, les Américains voulaient mettre la France sous tutelle à travers le plan Argonne. De Gaulle a animé par un espoir indéfectible pour la restauration de la souveraineté française et a refusé que notre pays soit dirigé par les États-Unis. Nous sommes inscrits en première patrie métier de la sécurité et nous sommes fiers de nous inscrire dans le sillage de nos glorieux ancêtres, au nom, bien évidemment, d'une certaine idée de la France. Julien Verneret du lycée UNESCO à Issy-les-Moulineaux dans l'académie de Versailles. On accueille 3 élèves de terminale générale, Lou, Romane et Octavie, qui ont choisi de s'emparer du thème de la justice à travers une citation de Gaulle de l'armée de métier. La justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. Lou, Romane, Octavie, je vous en prie. Octavie Dautieux, du même lycée. Et Romane Daniel, du même lycée. La justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. La justice est ambivalente. Elle peut être entendue comme une valeur, comme le respect des droits et du mérite de chacun. Mais nous la prendrons aujourd'hui au sens institutionnel. En France, la justice est notamment représentée par les tribunaux. Elle agit au nom des droits de l'homme et incarne un des 3 grands pouvoirs de l'État, aux côtés de l'exécutif et du législatif. La justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. Cependant, cette justice est parfois bafouée par le peuple. En effet, la nature humaine nous pousse à fantasmer l'interdit, à transgresser ce qui n'est pas à notre avantage, et à se rebeller contre ce que nous jugeons arbitrairement comme mauvais. Ces transgressions risquent ainsi d'entraîner le chaos si elles restent impunies, ou si la justice n'est pas encadrée. La justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. C'est dans ce genre de situation qu'un glaive est nécessaire, incarnant une répression à tout manquement à la justice. Sa certaine violence psychologique, voire physique, se légitime sous l'étendard de l'égalité de tous devant la loi, de la rigueur que chacun doit respecter vis-à-vis de l'institution de justice. En France, le glaive est représenté par les forces de l'ordre, mais aussi par les sanctions qui attendent tous ceux qui transgressent la loi. La justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. Car les balances, attributs de la justice, sont symboles d'équilibre et de légitimité. Dans l'imaginaire antique et biblique, la balance discerne le bien du mal et décide de l'avenir des hommes. D'un point de vue plus pragmatique, le rôle d'une balance est de mettre en valeur une inégalité de poids. Mais l'institution française de justice est-elle réellement porteuse de ces valeurs d'égalité ? Dans le cadre d'une vie en société, se conformer aux lois est primordial afin de garantir un équilibre. Le glaive de la justice devient alors légitime à repousser et à punir ceux qui vont à l'encontre de cette même justice, et ceux qui par conséquent mettent en péril cet équilibre communautaire. En effet, la justice institutionnelle n'a pas pour but de satisfaire les populations, du moins pas entièrement, ni même d'incarner une quelconque valeur ultime et omnipotente. Son seul rôle est d'instaurer un cadre qui garantit le respect des droits et de la sécurité de chacun. Ce cadre, donc, ne doit pas être dépassé, sous peine de sanctions, alors légitimé au nom de l'harmonie de la société. Cette position rejoint la thèse légaliste de Pascal. Pascal pour qui le juste et le légal ne font qu'un, au nom du respect des règles de la communauté dans laquelle on vit. Le glaive est donc une nécessité en France. Mais le détenteur de ce glaive ne peut être n'importe qui. Notre société actuelle ne peut survivre que si le pouvoir de justice est tenu par l'État.
En effet, si le glaive se retrouvait à tenir du domaine privé, alors la justice avec un grand J perdrait en impartialité. Le glaive de la justice se confondrait alors avec l'épée de la vengeance, les jugements et sanctions se transformaient en simples règlements de compte purement subjectifs, et le pays ne parviendrait plus à maintenir l'ordre. Les usages du glaive dépendent de l'idée que l'on se fait de la justice. Or, cette conception de la justice, du légal et du juste, varie selon les régimes et les pays. Ainsi, l'utilisation qu'on fait du glaive en France n'est pas valide ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, la peine de mort est encore de rigueur, chose qui, aux yeux de la France, serait impensable aujourd'hui. Nos confrères américains utilisent donc le glaive avec une violence bien supérieure à la nôtre et bien moins mesurée. Mais comment certains pays peuvent-ils encore considérer que notre justice ait trop de pouvoir, là où dans certains pays le meurtre est encore légitime? Et pourquoi même appeler la justice française le glaive quand son seul but est de protéger ses populations? Pourquoi comparer notre justice à une arme quand son seul rôle tient du bouclier? Le glaive est un outil juridique des plus nécessaires au pays. Sans lui, ce dernier serait à feu et à sang, et le pays ne mettrait pas 10 jours à s'écrouler. Cependant, comme toute arme, le glaive peut se révéler abusif. Certaines sanctions peuvent être considérées comme injustes, tantôt trop sévères, tantôt trop indulgentes. On peut par exemple penser à l'affaire Jacqueline Sauvage en 2012, fortement controversée. À l'époque, sa condamnation à 10 ans de prison pour avoir tué son mari après des décennies d'abus sexuels et physiques avait fait débat. En effet, la population française était fortement divisée. D'un côté, Jacqueline Sauvage avait abattu un homme de sang-froid. De l'autre, ce meurtre était considéré par beaucoup comme de la légitime défense. Le président de l'époque, François Hollande, avait alors pris le parti d'accorder sa grâce présidentielle à cette victime coupable, preuve qu'au sein même de l'État, le juste et l'injuste ne font pas l'unanimité. Le glaive a également fait des erreurs indéniables par le passé, preuve de son imperfection et de l'injustice qu'il peut paradoxalement incarner. Nous pouvons par exemple citer l'affaire Dreyfus en 1894, lorsque l'officier du même nom avait été dégradé sous prétexte de traîtrise à la nation, cachant en réalité l'antisémitisme de l'époque. Le général de Gaulle lui-même a subi cette injustice d'État en 1940, lorsqu'il fut condamné à mort par le régime de Vichy et déchu de sa nationalité française pour s'être engagé dans la résistance. Ces deux jugements ont aujourd'hui été reconnus par l'État comme abusifs et injustes, prouvant ainsi que les sanctions administrées par la justice institutionnelle ne sont pas toujours adéquates. Cela est d'autant plus problématique que, selon Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. Autrement dit, l'État est la seule institution en France qui peut utiliser de la violence en toute légalité et peut forcer des individus à payer une amende ou à purger une peine de prison. En effet, le fonctionnement et le but même de cette institution, à savoir emprisonner pour châtier, reste contestable. Dans son roman à thèse « Le dernier jour d'un condamné », Victor Hugo défend l'idée que la société ne doit pas punir pour venger, mais corriger pour améliorer. Il affirme que l'institution de justice doit utiliser la force non pas pour punir un individu, mais pour corriger son comportement, afin qu'elle soit en adéquation avec les valeurs françaises. Il est ainsi indéniable que le glaive de la justice est lacunaire sur plusieurs aspects, et que la légitimité aveugle que le peuple lui exporte se doit d'être questionnée. Nous pouvons donc questionner la légitimité du glaive et sa nécessité. En effet, une justice qui abuse de son pouvoir de condamnation ou le distribue mal, doit-elle continuer à exercer ce pouvoir? Nous avons précédemment convenu que le glaive est insupprimable, compte tenu de l'ordre primordial qu'il garantit. Cependant, ce même glaive peut mettre en péril cette société s'il se montre trop abusif. Il est donc nécessaire de lui imposer des limites, ou de permettre aux victimes d'un jugement erroné de tenter un recours, qui se traduit dans notre système judiciaire par les cours d'appel et de cassation. En effet, ces cours de justice peuvent se contrer entre elles et montrent que la justice institutionnelle en France envisage la possibilité d'une erreur judiciaire et le moyen d'y échapper. Il y a donc la conscience de la part de la justice institutionnelle que celle-ci n'est pas sans faille, et cela à deux niveaux. Tandis que les cours d'appel remettent en cause le fond du jugement, les cours de cassation s'assurent de la correcte application de la procédure. Le glaive permet en effet à l'État d'user de la force pour punir le fautif et de maintenir la sécurité au sein d'une société. Mais que faire de ce glaive? Si l'État fait un usage excessif du glaive sur le fautif, ce dernier n'apprendra pas de ses erreurs.
et sa haine envers la société ne fera que grandir. De plus, si l'usage du glaive se révèle démesuré, alors la sentence ne résulte pas en un changement de comportement de la part du condamné. Le glaive devient alors inutile et gratuitement violent. En complément de la sanction, la justice doit aussi prendre en compte la dimension de la rédemption. Quand il a purgé sa peine, le fautif doit pouvoir se réinsérer dans la société. En ce sens, la justice a le devoir d'accompagner les prisonniers dans leur retour à la société. Si le volet réinsertion fait défaut, on crée alors un groupe d'individus appelés à renouveler leurs crimes et délits contre une société qui les a punis. Et donc, par ce cercle vicieux, on encourage une société graduellement plus violente. C'est le cas de Jean Valjean, personnage principal du roman Les Misérables de Victor Hugo, qui, n'ayant pas la possibilité de se racheter au début de l'œuvre, manque de sombrer dans une spirale de malhonnêteté. Ainsi, la justice institutionnelle est indispensable à la vie en société. Mais sa capacité à rendre la justice peut parfois se traduire par des abus ou des erreurs. Le pouvoir dissuasif du glaive étant essentiel, elle ne doit donc pas s'en débarrasser, mais s'en servir et avec justesse. Et s'il lui arrive de commettre des erreurs, elle doit laisser au justiciable la faculté de faire recours. Il ne faut également pas perdre de vue que la justice est strictement humaine. Ce sont des hommes et des femmes qui jugent des femmes et des hommes, et ce parce que d'autres personnes ont jugé qu'il était nécessaire. Elle est autant sujette à des transgressions qu'à des dysfonctionnements. Nous devons alors de la respecter, mais aussi de la corriger et de la faire évoluer si elle sort de sa fonction première. Maintenir l'équité et la paix entre tous. Mais il est vrai que sans elle, nos sociétés ne tiendraient pas. Nous serions sans cesse en conflit avec autrui et les lois ne seraient pas respectées. Le recours à la force de notre institution de justice est donc justifié et légitimé par la nécessité à maintenir l'unité d'une communauté. Tant que cet usage dûment de cette force reste proportionné et fondé. Car la justice est au bafoué qui ne dispose pas d'un glaive à côté de ses balances. Quel groupe nous vient du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret. Il s'agit de la classe de terminale technologique en STMG de Barbara Jamin de Capua. Le groupe est composé de Soleya, ici présente, et de Jean Ryan. Jean Ryan n'est pas avec nous à présent puisqu'il est à un entretien professionnel dont la date n'a pas pu être décalée. On attendait Jean Ryan, il nous a dit que s'il pouvait venir juste après son entretien, il le ferait. Et par mesure de précaution, Soleya et Jean Ryan ont filmé leurs prestations. Madame Jamin de Capua les a filmés et Jean Ryan n'étant pas pour le moment avec nous, je vous propose qu'on regarde leurs prestations. Ils se sont emparés de la citation, une citation sur la liberté. La liberté se gagne à coup sûr, mais aussi elle se défend, qui nous vient d'un discours de 1959 que le général a prononcé à Madagascar. Pour compléter, juste, ils étaient 4, et en fait, il y a eu une défection et puis un troisième malade. Mathis est malade. Donc les deux élèves ont assumé de le faire quand même tous les deux et de le faire sans notes, ce qui lui a constitué un enjeu supplémentaire pour eux. Tu as raison de le souligner, c'est réel. Alors, je vous propose qu'on regarde la prestation de ce groupe de STMG. Bonjour, nous sommes Jean-Ryan et Soleya du lycée Léonard de Vinci à Levallois et nous allons vous présenter notre discours d'éloquence sur la liberté. Alors, aujourd'hui, si nous sommes là devant vous, c'est grâce à eux, ceux qui se sont battus pour nos libertés, de l'abolition de l'esclavage à la résistance, et nous allons vous parler des libertés acquises et à faire valoir. Alors, la liberté, qu'est-ce que c'est ? C'est une valeur en laquelle nous croyons tous, qui a des aspects subjectifs et personnels, voire culturels, mais qui reste un concept universel pour toutes les cultures, dans tout le monde. Voilà. Donc, comme l'a dit Charles de Gaulle, la liberté se gagne à coup sûr, mais aussi elle se défend. Donc, nous avons pu voir depuis la nuit des temps des combats et des actions menées par des millions de personnes afin de gagner ou de défendre ces libertés. Donc nous pourrons le voir avec Victor Schœlcher. Intéressons-nous à la valeur de la liberté. Pour que la liberté ait une valeur, intéressons-nous surtout à son prix. Durant de nombreuses années, durant 4 siècles, de nombreux esclaves monnayés
leur liberté en achetant ou en rachetant leur propre liberté ou celle d'un tiers, souvent dans leurs enfants. Pensez-vous que vous pourriez aujourd'hui acheter ou racheter la liberté de votre propre enfant, celui que vous avez mis au monde? On sait qu'en 1848, Victor Schœlcher a aboli l'esclavage en France. Mais nous savons que dans le monde, il y a de nombreux cas d'esclavage moderne. Prenons le cas par exemple de cette Philippine de 45 ans qui a été libérée d'un esclavage moderne chez un couple qui a été restreint de nourriture, d'argent, de liberté. Elle pouvait même plus donner de l'argent à ses propres enfants. Et sans que, sous le regard de nombreux gens, et sans que personne réagisse, et sans que personne soit au courant. On se pose d'ailleurs le cas de cette désobéissance civile que nous avons vue souvent, que nous avons beaucoup parlé pendant la résistance française. Alors en effet, durant la résistance, nous avons vu un cas général de désobéissance civile avec des millions de Français qui se sont battus pour les libertés contre le gouvernement, en passant par Jean Moulin ou encore Félix Éboué. De nombreux Français et Françaises sont morts pour défendre ces libertés. Et aujourd'hui, notre devoir n'est pas seulement de profiter de ces libertés en paix, mais nous devons aussi les défendre aujourd'hui. Prenons le cas d'une marche, de la marche des beurs. Vous souvenez-vous de cet événement qui a bousculé la France en 1983? Et pourtant, c'est l'histoire d'une amnésie collective. Ces enfants, ces jeunes immigrés, appelés autrefois les beurs, qui ont parcouru la France de Paris à Marseille, se sont défendus pour l'identité de leurs parents et surtout pour leur propre identité. Mais aujourd'hui, beaucoup d'actions sont discrédibilisées par exemple, les groupuscules ou des Black Blocs qui défendent leur liberté, soi-disant leur liberté, dans la violence et dans la terreur. Cette phrase de De Gaulle, « La liberté se gagne, mais aussi elle se défend », résonne encore dans les mémoires de générations actuelles et pour les générations futures. Continuons à nous battre pour cette figure emblématique de De Gaulle. Continuons à nous battre pour nos libertés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Le groupe du lycée Marie Curie de Versailles, 3 élèves de terminale en enseignement de spécialité AGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Tous les 4 pour professeur en enseignement de spécialité, tous les 3 pour professeur Florence Perrard, ils sont 4 avec Florence Perrard, et en fait ils sont beaucoup plus puisqu'ils sont nombreux du lycée Marie Curie de Versailles pour soutenir les lauréats de la classe. Sidi Ali, Irina, Mathilde, je vous en prie, tous les 3 ont préparé. Tous les 3 ont travaillé sur une citation issue du fil de l'épée, le caractère, vertu des temps difficiles. Bonjour, je m'appelle Mathilde Gallet. Bonjour, je m'appelle Sidi Ali Benami. Et moi, c'est Irina Bonavo, du lycée Marie Curie. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, aujourd'hui, nous nous tenons devant vous pour vous partager une réflexion sur une citation du général Charles de Gaulle qui résonne en nous encore aujourd'hui. De Gaulle nous a rappelé avec sagesse que le caractère est la vertu des temps difficiles. Nous l'interprétons comme l'idée que dans les périodes de crise et d'adversité, les individus et les nations doivent faire preuve de force morale, de détermination et de résilience. Il a souvent utilisé cette phrase pour souligner l'importance de la persévérance et de la volonté dans des moments de grandes épreuves. Le peuple français, mes chers amis, est un modèle d'engagement citoyen. Nous avons toujours porté la responsabilité commune de façonner un monde plus juste, plus égalitaire et désormais plus durable. Cette vision partagée nous anime et guide nos actions et nos pensées, depuis notamment la Révolution française. Alors,
La Révolution française, marquée par la crise politique et sociale de 1789, a été un tournant majeur dans notre histoire nationale. Ce qui a rendu cette période si remarquable, c'est l'engagement citoyen et politique du peuple français, qui a lutté avec force et détermination pour ses droits et a défendu les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont aujourd'hui notre devise nationale. Les événements de cette période tumultueuse est le résultat de l'exaspération généralisée face aux inégalités sociales, à l'oppression et à la corruption, mais c'est la mobilisation et la participation active des citoyens qui ont véritablement conduit au changement profond de la société. La prise de la Bastille en 1789, symbole de l'autorité royale, a été un moment décisif qui a galvanisé la population française. Les citoyens ont pris conscience de leur pouvoir collectif et ont utilisé divers moyens d'expression pour se faire entendre. Les clubs politiques, tels que les Jacobins, ont été des lieux de débat animés, où les citoyens ont pu exprimer leurs idées et formuler des propositions pour la construction d'une nouvelle société. C'est un moment où le peuple français a véritablement pris les rênes de son destin politique et a joué un rôle actif dans la prise de décision. Les idéaux révolutionnaires ont été portés par des figures emblématiques. Maximilien de Robespierre, qui a défendu avec ardeur les principes de justice sociale et de démocratie. Leurs énergies et leurs engagements ont mobilisé les citoyens français en faveur du changement. Les citoyens ont formé des comités, des assemblées, des groupes de discussion pour discuter des questions politiques et formuler des revendications. C'était une période de participation politique intense, où chaque citoyen avait la possibilité de contribuer à la transformation de la société. Cependant, il est important de souligner que cette période n'a pas été exemptée de violence et de division. Les tensions politiques et sociales ont parfois conduit à des affrontements violents. La terreur en est un parfait exemple, qui a été une période sombre, marquée par une répression sévère et des exécutions massives. Néanmoins, malgré ces aspects tragiques, l'engagement citoyen et politique a persisté et a permis de poser les fondements d'une société plus égalitaire et démocratique. La fête de la Fédération en 1790 a été un autre moment clé qui a symbolisé l'engagement et l'unité du peuple français. En faveur des idéaux révolutionnaires, les citoyens se sont rassemblés pour célébrer la nouvelle ère de liberté et de fraternité, témoignant ainsi de leur détermination à célébrer la nouvelle ère à construire un avenir meilleur. C'était une manifestation de l'engagement civique et politique des citoyens français qui se sont mobilisés pour défendre leurs droits et participer activement à la transformation de la société. Cependant, la France n'est pas uniquement marquée par des temps difficiles en politique et en société. Comme tout pays, elle a connu des crises économiques qui ont ébranlé sa stabilité. En réponse à ces périodes difficiles, des mouvements citoyens se sont formés pour dénoncer les inégalités croissantes et les politiques économiques injustes, montrant notre engagement dans la lutte pour la justice économique. Un exemple de cela est le krach boursier de 1929, une période de grande instabilité économique en France. Des mouvements sociaux et politiques, tels que le Front populaire, ont émergé pour défendre les droits des travailleurs et réclamer des réformes plus économiques, justes et sociales. Les grèves massives et les manifestations ont démontré la détermination du peuple français à combattre l'injustice économique et à promouvoir des politiques plus équitables. On peut aussi le voir par la crise des subprimes en 2008, qui a également suscité une mobilisation citoyenne. Des mouvements tels que les Indignés se sont formés pour dénoncer les excès du système financier et les conséquences désastreuses qu'il y avait sur les populations les plus vulnérables. Ces mouvements ont appelé à une régulation plus stricte du secteur financier, ainsi qu'à une répartition plus équitable des richesses. Mais aussi plus récemment, avec les Gilets jaunes, en 2018, qui ont été un mouvement emblématique de contestation sociale. Ils ont montré leur colère face aux inégalités croissantes, à la précarité économique et aux politiques fiscales vues comme injustes. Les manifestations et les blocages ont attiré l'attention sur les difficultés économiques par de nombreux citoyens français et ont souligné la nécessité d'une plus grande justice sociale. Enfin, depuis peu, l'inflation actuelle, qui a également suscité des mouvements sociaux, des associations de consommateurs et des collectifs
se sont mobilisés pour défendre la hausse des prix et garantir le pouvoir d'achat des citoyens. Ces mouvements ont mené des campagnes de sensibilisation, ont organisé des actions de solidarité et ont plaidé en faveur de mesures gouvernementales visant à diminuer l'impact de l'inflation sur les plus vulnérables. Ces exemples d'engagement citoyen illustrent notre volonté de lutter pour la justice économique. Ils témoignent de notre détermination à défendre les droits des travailleurs, à réclamer des réformes équitables et à promouvoir une société où chaque individu peut prospérer. Ils mettent également en évidence notre capacité à manifester pacifiquement et à soutenir nos concitoyens en période de crise. Mais la France, reconnue pour sa défense des opinions de la justice contre l'injustice, ne se limite pas seulement aux domaines qui ont fondé les sociétés depuis des générations, tels que l'économie et la politique. Aujourd'hui, de nouveaux domaines émergent, avec des enjeux contemporains, comme celui du réchauffement climatique. La lutte pour l'écologie est un exemple récent et puissant de l'engagement citoyen des Français. Face à l'urgence climatique et à la dégradation de l'environnement, de nombreux mouvements et initiatives émergent pour défendre la protection de la planète et promouvoir des pratiques durables. Les Français se mobilisent pour sensibiliser à l'importance de la transition écologique et pour exiger des actions concrètes de la part des gouvernements et des entreprises. Les manifestations pour le climat, comme celle du mouvement Fridays for Future, ont rassemblé des milliers de jeunes et d'adultes qui réclament des mesures ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles. De plus, de nombreuses initiatives locales voient le jour, telles que les projets de transition énergétique, les jardins partagés, les coopératives agricoles et les systèmes d'économie circulaire. Ces initiatives démontrent la volonté des Français de s'engager à l'échelle communautaire pour construire un avenir durable. Les actions citoyennes sont soutenues par des associations écologistes et des experts qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Ces acteurs jouent donc un rôle essentiel dans la sensibilisation, l'éducation, mais aussi le plaidoyer en faveur de politiques environnementales plus ambitieuses. La prise de conscience de l'urgence écologique a également conduit à une évolution des mentalités et des comportements individuels. De plus en plus de citoyens français adoptent des modes de vie plus durables en réduisant leur consommation d'énergie, en privilégiant les transports écologiques et en faisant des choix alimentaires respectueux de l'environnement. Cette mobilisation pour l'écologie illustre l'engagement continu des Français à défendre les causes qui leur tiennent à cœur. Ils sont prêts à lutter pour un avenir où la préservation de la planète est une priorité et où les générations futures pourront jouir d'un environnement sain et durable. Le gouvernement français a également répondu à cette demande croissante en adoptant des politiques environnementales. Des mesures telles que la transition vers les énergies renouvelables, la promotion de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la biodiversité sont mises en place pour répondre aux aspirations de la population. Mes chers amis, ces trois formes d'engagement citoyen illustrent notre caractère perpétuel. Ils sont le symbole de notre exceptionnalité face aux périodes et aux moments difficiles. Ensemble, écrivons l'histoire. Une histoire où notre caractère exceptionnel se confond avec la beauté de l'homme. Que notre génération soit connue non seulement pour les défis auxquels nous avons fait face, mais aussi pour comment nous les avons surmontés, avec audace, compassion et résilience. Vive notre génération exceptionnelle, vive la beauté de l'homme, et vive une génération pleine d'espoir et de promesses. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci pour ma... Il y a quand même d'autres équipes à féliciter. Il n'y a qu'un prix, mais il y a quand même d'autres félicitations parce que vous avez tous et toutes bien travaillé. Alors, l'équipe.
Tu peux voir au cadeau, juste avec devant la caméra. Les cadeaux juste devant la caméra. C'est Léonard de Vinci, numéro 1. Nous avons Oui, oui, les ouvriers. L'enthousiasme de votre discours, la force de conviction qu'il contenait, mais nous avons trouvé que par rapport à la citation que vous aviez retenue, il y avait un petit écart entre le sujet de la citation et votre sujet qui n'était pas forcément assez bien liés ensemble. Donc c'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à la dernière première place. En tout cas, nous vous félicitons. Donc nous vous récompensons également pour votre participation. Merci beaucoup de venir. Intéressant avec votre travail, comme pour le travail de tous les autres. Néanmoins, c'était d'arriver à relier aussi une citation du général de Gaulle avec une illustration de l'actualité. Et donc, tout ça, on a quand même aussi. Une seule oratrice, même s'il y avait deux candidats. Donc félicitations quand même. Je n'ai pas en tête vous non plus, mais en tout cas, tout le jury a été fortement impressionné par votre qualité d'oratrice, voilà. La fidélité de votre exposé, qui était vraiment très plaisant à écouter. Et donc de ce point de vue-là, nous vous remercions aussi et nous vous félicitons. Si vous la voulez pas, merci. Le lycée Charles Baudelaire de Maîtrise. Alors, félicitations pour votre proposition. Le jury a été assez sensible à la force de conviction de votre propos. Il a apprécié aussi que vous puissiez mettre un petit peu en évidence votre formation en lien avec la citation et donc votre parcours un peu plus personnel. Le lien aussi avec l'actualité géopolitique était aussi remarqué. Donc nous vous remercions et nous ajoutons une petite mention spéciale pour votre performance. Une mention spéciale, donc qui n'est pas un vrai prix, mais qui est quand même une mention spéciale. Voilà. Merci. Bravo. Du lycée Léonard de Vinci, donc nous avons pu écouter en vidéo. Alors, compte tenu de la durée de la performance, il est un peu difficile de porter ce groupe jusqu'à la première marche du podium. Mais néanmoins, donc, il fallait féliciter là aussi, je pense, l'effort de l'exposé sans notes, enfin, la prise de parole sans notes, assez remarquable et à mon avis à souligner effectivement. Et puis aussi la cohérence quand même entre le propos, entre la liberté, sur la liberté qui était finalement pas
plutôt bien traité, je voulais dire façon bien traité, de façon politique, du coup c'était plutôt aussi assez intéressant. Donc on les félicite. Par contre, Retoucher sur Photoshop les photos Oui. Le lycée Marie-Curie de Versailles, donc une belle performance aussi, avec de l'enthousiasme, avec de la conviction, et donc aussi une performance qui n'a pas fait facile de départager une fille Jeannette. Je tiens aussi à vous féliciter pour le travail que vous avez réalisé, qui était tout à fait intéressant. Bravo aussi. Alors moi, en tant que professeur, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était la visite de la Fondation Charles de Gaulle. C'était quelque chose d'assez hybride puisque c'était une conférence avec notre unité marraine, puisque nous sommes une classe défense, avec le 501e régiment de chars de combat. Et donc, à cette occasion, une conférence spéciale était réservée aux élèves autour de l'engagement des chars du général de Gaulle lorsqu'il était soldat. Et vous, Nesrine ? Pour moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a assisté à un atelier ici à la Fondation de Charles de Gaulle. On a assisté à un atelier théorique et où on a vu toute l'histoire de Charles de Gaulle. Et c'était vraiment enrichissante, effectivement. Un atelier préféré, il n'y en a pas forcément. Je trouve qu'ils se complètent tous très bien. Peut-être une préférence sur les lieux de mémoire. Effectivement, ça rend le projet beaucoup plus concret. Et je pense que c'est sûrement l'atelier que les élèves ont préféré. La boisserie et le mémorial permettent de retracer toute la vie du général. Donc c'est sûrement l'atelier qui a été, à mon sens, le plus percutant pour eux. Je trouvais que cette découverte était très passionnante parce qu'on découvrait beaucoup de choses sur Charles de Gaulle et j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur son action qu'il a faite pendant les années 60, pendant ses années de président. Alors nous avons particulièrement apprécié le premier atelier au sein de la Fondation Charles de Gaulle qui parlait un peu des éléments biographiques donc, de sa carrière militaire, politique, fondateur de la Ve République. On a particulièrement apprécié de voir son bureau également. Et puis les élèves, quant à eux, ont particulièrement apprécié l'atelier 3, c'est-à-dire la visite à Colombey, les deux églises, de la boisserie et du mémorial Charles de Gaulle. Donc, dans la maison, nous avons pu
Nous avons découvert comment elle était, sa maison, du coup c'était un honneur de pouvoir la visiter. Nous avons découvert aussi le téléphone qui est en dessous de l'escalier, car c'est très connu, car le général de Gaulle n'aime pas qu'on le téléphone, car il dit on ne sonne pas le général de Gaulle. Donc c'était un vrai honneur de pouvoir rendre visite dans sa maison, voir les pièces de vie. Alors en ce qui me concerne, en tant qu'enseignante qui accompagnait donc ce groupe, j'ai particulièrement apprécié l'atelier qui s'est déroulé ici au sein de la Fondation et qui a permis aux élèves de prendre la mesure de la notion de ce qu'est en fait l'engagement sur la base de citations historiques émanant de discours du général de Gaulle. Moi j'ai particulièrement aimé la visite à Colombey, où donc on a pu voyager tous ensemble et on en a beaucoup appris. Et on a été suivis par la suite. Donc j'ai beaucoup aimé cette sortie. Alors moi j'ai beaucoup aimé la diversité du parcours. C'est-à-dire qu'il y a 5 étapes et elles sont très complémentaires. Ce qui permet d'accrocher des élèves très différents qui vont être soit séduits par la sortie, évidemment, qui est un peu le produit d'appel, mais pas que, justement. Le fait d'aller visiter les lieux chargés d'histoire, le fait de se pencher sur la pensée, sur la théorie, à travers les phrases clés, etc. Le fait d'écrire, l'oral, enfin, un mélange d'activités, de compétences, d'appétences qui sont sollicitées chez les élèves, qui fait que c'est un parcours qui peut intéresser d'une manière ou d'une autre à peu près tous les élèves. Et c'est ça, je crois, qui en fait la richesse. Alors moi, je dirais la sortie à Colombey et des Églises. C'était vraiment une sortie très intéressante. Elle nous a permis de se rapprocher plus de la vie personnelle de Charles de Gaulle, de vraiment voir sa vie de famille, où il a vécu, et pas que sa vie professionnelle. Bien sûr, et ça nous a aussi également permis de faire le lien avec son parcours, tout le parcours qu'il a eu durant la guerre, etc. Ça nous a permis de voir où il vivait, etc. Et je trouve que ça nous a fait un lien par rapport à son parcours. Ouais. Moi, je dirais, ce qui m'a beaucoup plu, c'était dans son bureau, dans sa maison. Ça m'a beaucoup plu l'architecture, comment il avait tout pensé pour être au maximum de ses capacités. Et c'était vraiment très joli. On voyait toute la vue sur Colombey. Ouais, c'était vraiment un très joli bureau. Notamment le placement, etc. Franchement, on voit en fait qu'il a tout calculé pour être dans le meilleur des environnements, pour bien être concentré, etc. Prendre les meilleures décisions. Du coup, on voit que c'est un homme en fait qui est très précis et très organisé dans sa vie. Ça m'a vraiment permis de m'enrichir dans mes connaissances et de m'ouvrir à plusieurs domaines. C'était vraiment très intéressant, ouais. Très enrichissant du coup. Moi, je dirais découverte, parce que ça m'a permis de découvrir sa vie, son parcours, etc. Parce que c'est pas vraiment des connaissances que je connaissais avant. Et surtout le contexte dans lequel il a été, dans lequel on nous a appris cela, je trouve que ça a été très, très enrichissant et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Alors je pense que l'atelier que j'ai le plus apprécié, c'était le moment où on est parti visiter la demeure de Charles de Gaulle. C'était très intéressant et j'y étais jamais allée personnellement. Je dirais très instructif parce qu'on a pu apprendre plein de nouvelles choses, notamment dans notre manière de s'exprimer et même des informations sur Charles de Gaulle auxquelles j'étais pas au courant auparavant. Moi je pense que c'est quand on est allé à Colombey, les 2 églises avec ma classe, c'était très intéressant parce que c'était une sortie intéressante et en plus on a passé du moment tous ensemble, donc c'était la meilleure sortie. Alors c'était très enrichissant et très éducatif parce qu'en fait on a appris plein de choses sur l'éloquence et même sur Charles de Gaulle, donc c'était vraiment super intéressant. Je dirais intéressant, voilà. J'ai bien aimé l'atelier qu'on a fait ici à propos de Charles de Gaulle. On découvrait, on a visité ses bureaux et après on avait essayé de faire aussi des petits exercices sur lui, sur son parcours et sur son éloquence, etc. Je dirais que c'est enrichissant parce tout le monde n'a pas la chance de faire ça. Et c'est bien, on apprend des choses et on s'entraîne pour après aussi, c'est enrichissant. Alors je pense que l'atelier que j'ai préféré, c'était la visite à Colombey et 2 églises, qui m'a permis de découvrir Charles de Gaulle et du coup sa maison et découvrir son univers plus en profondeur. Donc c'est ce que j'ai préféré. Je pense une phrase pour résumer mon année, c'est que c'était, un mot,
c'est que c'était du coup une expérience très enrichissante qui m'a permis de découvrir plus l'univers de Charles de Gaulle où je ne m'étais pas forcément plus intéressée que ça. Et je trouve que c'était très intéressant et que ça m'a permis d'enrichir ma culture personnelle. Je suis pour ma part membre du jury, de ce jury du concours d'éloquence. Vous me posez la question de la qualité de ce concours et je vous dirais que d'abord, ce n'est pas vraiment la qualité du concours qui m'intéressait vraiment, mais le fait de rencontrer tous ces jeunes issus de lycées professionnels, de lycées d'enseignement général, qui se sont tous présentés là et que nous avons tous pu voir, tous plus volontaires, plus déterminés les uns que les autres, qui ont fait le choix de citations qui nous ont épatés. Certains ont fait le choix d'une citation identique d'ailleurs, qu'ils ont tous traitée de façon absolument différente. Certains ont montré des qualités d'argumentation exceptionnelles. Une jeune fille a montré des qualités d'oratrice exceptionnelles. Et tous ont montré des qualités de conviction exceptionnelles. Et à travers ce concours, dans le fond, pour ma part, si je dois en retenir quelque chose, moi qui vois beaucoup de jeunes toute l'année, c'est effectivement la volonté de ces jeunes d'être là, le fait qu'ils ont véritablement choisi cet exercice complémentaire à leur parcours habituel, ils ont fait le choix volontaire de travailler plus, ils ont manifesté à quel point ils tiennent à la France qu'ils construisent et à travers eux, c'est véritablement, mais vraiment sincèrement, la jeunesse de demain que j'ai pu voir là, à l'œuvre, est une jeunesse vraiment pleine d'avenir et qui nous donne envie de connaître la France dans 10 ans, dans 20 ans, et une France qu'ils sont en train de construire. Écoutez, c'était un bonheur d'entendre des lycéennes, des lycéens qui venaient de lycées, qui venaient de filières extrêmement différentes et qui ont toutes trouvé finalement quelque chose de commun autour de la pensée et de l'inspiration de Charles de Gaulle. C'était aussi un bonheur d'entendre une forme de convergence donc, autour de valeurs qui étaient profondément républicaines, qui faisaient consensus autour d'un espèce de commun républicain, autour d'idéaux, autour d'attentes aussi, qui entourent ce que porte notre pays. Et voir des jeunes qui sont à l'orée de leurs études, qui se demandent encore à quoi ils vont servir, quelle va être leur utilité dans les années qui viennent, voir que finalement ils investissent autant les valeurs de la République, c'est quelque chose qui, à mon avis, est porteur de beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Alors c'est un beau parcours effectivement parce que premier motif de satisfaction, le fait qu'ils étaient accompagnés toute l'année par Sophie Julien Lavilleroy et aussi par un pool de stagiaires très efficace de Sciences Po qui nous ont aidés sur cette fin d'année à préparer les élèves. On a eu des bons retours d'ailleurs de leurs interventions dans les classes pour justement entraîner les candidats au concours d'éloquence d'aujourd'hui et les aider à prendre confiance en eux et à réviser leurs textes avant la dernière ligne droite. Satisfait aussi d'avoir pu emmener plusieurs classes à Colombey-les-Deux-Églises à la rencontre donc, de la maison familiale de Charles de Gaulle, aussi au pied de la Croix de Lorraine et puis dans un parcours muséographique au mémorial Charles de Gaulle.